Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Coup de canon, le podcast présenté par Arsenal French Club, pardon, excusez-moi. Je suis Nitina Simion, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief d'un match d'Arsenal. À mes côtés, j'ai deux jeunes loups prêts à en découdre. J'ai tout d'abord Louis Tartext, rédacteur pour Arsenal French Club. Comment ça va, Louis? Salut Tinia, ça va et toi? Ah, ça va, ça va. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. J'ai aussi un autre membre de la rédaction d'Arsenal French Club à mes côtés, Julien Sola, et aussi de la partie. Salut Julien. Salut Nitinia. J'ai fait déjà le podcast du débrief du match aller contre Wolverhampton. On a déjà été Ah assez ah! acerbe sur prestation des Gunners, et je Mhm. pense qu'on va être pas mal aussi ce soir. Et je vois que derrière toi, tu as une jolie tireuse à bière. J'aimerais bien boire un coup aussi pour décuver un peu de cette prestation. Peut-être à me servir un verre, ouais, ça va me faire du bien, je pense. Je Pour rappelle que oublier. l'alcool est voilà, exactement. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération, s'il vous plaît. Donc, Évidemment. messieurs, on va donc faire le débrief du déplacement des Gunners chez les Wolves de Wolverhampton. Non, ce n'est pas la Ligue des Champions, messieurs, parce qu'il y avait des matchs de Ligue des Champions aussi aujourd'hui, mais c'est bien de la Première Ligue. C'était un match avancé de la 31e journée on va dire, un match avancé à cause de la finale de la League Cup qui aura lieu fin mars, hein. Oui, c'est bien ça, fin mars, le 22 mars. Le match opposé donc le 20e au premier. Donc on se dit sur le papier, ouais, ça va être facile pour Arsenal. Mais on n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur un jeu de vidéo de foot, c'est la réalité. Le résultat final, vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas vu le match, c'est bien 2-2, effectivement. Donc il n'y a pas un bug sur votre tableau d'affichage ou sur un quelconque site internet. C'est un résultat qu'on peut qualifier d'inacceptable, de lâche, presque honteux à ce niveau, parce que Wolverhampton est dernier plutôt, et n'a que 11 points. Ils viennent de gagner leur 12e point contre nous. C'est un superbe exploit pour eux et on peut que les féliciter. Messieurs, sans plus tarder, je vais d'abord donner la compo de départ et puis ensuite vous allez parler avec tout d'abord Kepa dans les buts, Timber, Saliba, Raya Gabriel dans et les buts. Hincapié. Kepa, j'ai dit Kepa, j'ai Raya. Raya dans les buts, j'étais sur le match de Wigan, je sais pas pourquoi. Même moi, voilà, je fais des bêtises, voilà, comme un peu tous les joueurs d'Arsenal dans ce match. Merci Julien de m'avoir repris. Donc Raya dans les buts, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié en défense. Au milieu, Zubimendi, Rice et Saka au milieu de terrain. On va en parler tout à l'heure, messieurs. Madueke, Martinelli et Gyökeres en attaque. Alors Julien, je sais pas, on entend un peu de bruit chez toi, mais bon, c'est pas grave. La surprise, messieurs, c'est Saka, donc titulaire au milieu de terrain. Donc visiblement, 45 minutes contre Wigan, ça a suffi pour Mikel Arteta pour remettre notre petit piment au milieu. Donc Louis, c'est une surprise pour toi ou c'est logique de le mettre là au vu des 45 minutes qu'il a montré contre Wigan? Ouais, une petite surprise quand même. Moi, personnellement, je m'attendais à un retour d'Eze en première ligue parce qu'Arteta, il fait pas beaucoup de gros changements tactiques en championnat. Et donc, c'était intéressant de tester Saka sur Wigan, mais bon, c'était un adversaire assez faible, donc il n'y a pas une grande prise de risque. Et je salue pour le coup l'ambition de notre coach sur ce positionnement. Et je trouvais ça intéressant parce que Saka à droite, jusque-là, c'était pas très bon. Il manquait un peu de percussion, un peu de vitesse. Donc le mettre dans une position axiale où il pouvait davantage animer le jeu, je trouvais ça pas mal et le contenu l'a prouvé. Et puis surtout que Madueke faisait des très bonnes performances En effet. aussi et très régulières jusque-là. Julien, vu que Saka est titulaire au milieu, c'est quoi le message envoyé par Arteta à Eze d'un coup? Parce qu'il a fait un bon match tout de même contre Wigan et visiblement, bah, c'était pas suffisant. Comment tu vis la situation d'Eze si tu es à sa place, c'est quoi le message que Arteta lui envoie? Bah, de toute façon, on voit que depuis le début de saison, que ce soit Odegaard ou Eze, dans ce rôle de meneur de jeu un peu à droite sur le milieu de terrain,
il y a un souci dans l'animation du jeu. Et je rejoins ce que disait Louis. L'idée d'avoir Saka dans ce rôle-là, ça peut être intéressant parce que à droite, ça le faisait pas depuis le début de la saison. Et bah, le message envoyé à Eze, il est assez simple, hein. Il est que pour l'instant, on est tous assez déçus de sa première année avec Arsenal. On se disait que justement, il allait pouvoir amener ce côté un petit peu plus finisseur et tueur dans le cœur du jeu et être une vraie solution de rechange à Odegaard et ça le fait pas. Donc, que Arteta essaie de trouver une autre solution, une troisième, voire une quatrième solution, puisque Havertz non plus n'est pas là pour occuper ce poste. Avec Saka, ça me choque pas. Et puis, c'est vrai que moi aussi, sur la compo de départ, j'étais plutôt emballé. Oui, au moins on a pris des risques. Je suis d'accord avec toi, on a pris des risques sur la compo de départ. Et surtout, moi je trouve aussi, c'est que avec Saka, on peut peut-être surprendre cette équipe de Wolverhampton qui a peut-être étudié des vidéos d'Arsenal avec Saka à l'aile droite. Plutôt que Saka au milieu de terrain. Donc voilà, on pourrait les surprendre sur l'animation du jeu. L'autre mini surprise, aussi de cette compo, c'est à gauche, messieurs, on voit Martinelli prendre la place de Leandro Trossard. Donc Louis, j'ai la même question que que sur Saka. Est-ce que tu as été surpris de le voir titulaire à la place de Trossard ou pas? Autant Saka, j'étais agréablement surpris, autant Martinelli, bon, pas trop. C'est vrai qu'il a marqué contre Wigan, mais Martinelli marque bien contre les faibles, hein. Il est fort contre les faibles, contre les faibles aussi en première ligue, a priori. Et Ouais. en fait, je m'attendais à un match où on allait avoir beaucoup le ballon et face à un bloc bas, donc je me disais que Martinelli n'avait pas forcément apporté grand-chose. C'est vrai que Trossard Mhm. partait pour moi devant, surtout dans le jeu de combinaison. En plus, avec un Saka au milieu de terrain, ça pouvait être intéressant de jouer dans les petits espaces. Donc, pour le coup, je m'attendais pas à voir Martinelli ce soir. En fait, la titularisation de Martinelli, Julien, est-ce que s'explique pas plutôt par un Trossard un peu en perte de vitesse et moins décisif ces derniers temps? Ce que j'allais dire, Trossard, il n'a pas marqué encore en Mm. 2026. Et c'est vrai que Martinelli, sa principale qualité, c'est sa pointe de vitesse. Et on s'attendait à ce qu'Arsenal ait le ballon. Et on peut se dire que c'est un petit peu bizarre de le voir débuter sur ce match-là. Mais je pense que surtout, ouais, comme tu dis, Trossard qui est pas du tout décisif en 2026. Et puis voilà, Martinelli qui a mis quelques buts depuis le début de l'année civile. Encore une fois, on joue contre Wolverhampton, on ne devrait pas se poser de questions un petit peu qui doit jouer vraiment contre Wolverhampton Oui. sur le match. J'anticipe un petit peu ce qu'on va dire après, mais l'idée, c'est d'avoir une équipe qui soit opérationnelle dès le départ, que ce soit Martinelli ou Mhm. Trossard. On doit faire la différence contre les derniers de première ligue, de toute façon. Oui, pareil. Moi, la compo, ça, de départ, en fait, quel que soit Saka ou Martinez, ça ne me dérangeait pas du tout, surtout face à Wolverhampton. Je me suis dit, bon là, il récompense un peu Martinelli de son match contre Wigan, il a récompensé Saka au milieu de terrain, il a récompensé Madueke, mais il n'a pas récompensé Eze. Bon, c'était un peu bizarre, mais c'est vrai que voilà, quels que soient les hommes, normalement, ils doivent être supérieurs à cette équipe de Wolverhampton. Enfin, j'anticipe aussi un peu sur la fin, mais en tout cas, on verra bien au vu du déroulé du match. Justement, messieurs, le Je pense déroulé du match, que ça dépend. justement, pour Ouais, rebondir sur ce que tu ouais. dis, le fait qu'il Mhm, récompense pas Eze, comme tu dis, c'est vraiment pour garder Madueke, qui est un peu l'homme mhm. fort de l'attaque depuis le début de l'année 2026, justement, avec Saka sur le terrain. Je pense que c'est surtout pour ça. Et puis surtout, il a mis 2 buts sur les 2 derniers matchs. Donc, Madueke, il est aussi récompensé pour sa capacité à être décisif. Donc, c'est aussi logique. On va dérouler la rencontre, messieurs, et ça démarre bien pour Arsenal avec ce but de Saka sur une très belle passe de Declan Rice. Donc, choix payant, on va dire, d'Arteta. Louis, ce que faisait pas Odegaard, la projection dans la surface, Saka le fait. Euh, Tête un peu ratée ou tête volontaire de la mettre entre les jambes de José Sa?
Ouais, il y a un peu de réussite, on va dire, pour le Starboy qui s'en sort bien avec ce petit pont à 2 mètres du but, mais on va dire que la chance, ça se provoque et j'aime l'initiative, ce dépassement de fonction, d'aller tout seul dans la surface. On a toujours un peu de mal encore à trouver Gyökeres, donc c'est bien que on ait de la présence et cette action, elle est bien construite dès le début du match. C'est assez rare qu'on ouvre le score aussitôt ces dernières semaines, donc c'est plutôt rassurant. Et je trouve que l'entame de match, de manière générale, elle est assez dynamique. Il y a beaucoup d'énergie, de combinaisons à droite avec Madueke et Saka. Donc, je trouve que ce but est assez récompense finalement ces premières minutes très enthousiastes. Et je suis content pour lui parce que ça faisait quand même 15 matchs qu'il n'avait pas marqué. Donc, je pense que ça peut débloquer un peu le joueur dans les semaines à venir. Oui, c'est très important, Julien, d'avoir vu Saka marquer une galette de Rice parfaite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué un but, on va dire dans les premières minutes de jeu, en tout cas dès la quatrième minute et surtout en première ligue. Là, on se dit que le plus dur est fait pour les Gunners à ce moment-là. Bah, clairement, en plus, c'est Saka qui marque, on l'a dit, on vient de le dire, c'est le gros choix d'Arteta sur ce match-là. Donc on dit c'est tout, on se dit c'est tout bénef. On a fait la différence d'entrée, on va pouvoir dérouler derrière, se mettre à l'abri rapidement et pouvoir tranquillement prendre les points qu'il faut prendre dans cette course au titre. Et très content, oui, pour Saka qui score tout de suite, Rice qui nous montre encore une fois que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là en débloquant la situation sur la magnifique passe. Non, l'entame de match est très bonne, même au niveau du pressing. On a récupéré quelques Hmm. ballons dans le camp adverse qui ont été dangereux. Juste après le premier but, il y a une autre occasion où on peut faire la, la Oui, la différence tout de frappe de suite. Rice. Ouais. C'est ça? Où on est vraiment pas loin de faire la différence tout de suite. Non, l'entame de match était vraiment très bonne. Les 20-25 premières minutes étaient vraiment très bonnes. Et malheureusement, on ne fait pas la différence à ce moment-là. Bah là, on fait pas la différence, justement, Julien. C'est cette 17e minute où il y a une double occasion. Ouais. Madueke qui ose tirer, ça c'est pas mal. Arrêt de José Sa, enfin arrêt plutôt cafouillé, on va dire. Et là, on a Martinelli qui, on voit, n'est pas un numéro 9. Il ne se montre pas assez méchant. Pourtant, l'occasion, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait de la verticalité. On a enfin trouvé Gyökeres en profondeur avant ça. Louis. Il y avait de tout dans cette action, mais il manquait la finition, malheureusement. Comme trop souvent avec Martinelli en ce moment. Et c'est regrettable, surtout quand tu vois la physionomie du match en seconde période où on déjoue. C'est là que tu te dis que quand on n'est pas tueur, on perd vraiment cette occasion de casser le moral à l'adversaire. Parce que si tu marques à 17e, t'es déjà à 2-0 face au dernier. Je pense que c'est difficile de les voir exister après. Et encore une fois, comme contre Brentford, Martinelli, il déjoue et ça devient problématique pour un joueur qui est censé être un de tes titulaires depuis plusieurs années et qui n'arrive toujours pas à passer ce cap alors, de grand joueur, De parce que tuer top le, player, ouais, mais quand on est un top player, on d'attaquant, doit tuer le voilà, match. Quand on est un top d'un player, on doit tuer le attaquant, match. d'un attaquant Mm, fiable de première ligue, et il l'est pas. mm, Et on se mm. demande ce qu'il est en ce moment. Donc je suis assez déçu parce qu'en plus, tu l'as dit, l'action, elle est bien construite, il y a du jeu collectif, il y a voilà, Madueke qui prend une initiative. Ça aurait vraiment récompensé ce super début de match et c'est symptomatique après de toutes les erreurs qu'on va commettre dans ce match, quoi. Julien, on a l'impression que l'occasion de Martinelli, il était même pas en jeu en plus sur la frappe de Madueke. Cette occasion-là, elle reste, parce que bon, on connaît maintenant le scénario du match, on connaît ça au final. Elle reste et elle restera encore. Et on se dit que, comme le dit Louis, à 2-0 pour nous, le match il peut être quasiment terminé. On peut mettre Wolverhampton sous l'eau. Et pourtant, ce type d'occasion, en première mi-temps, on le répète pas. De la verticalité, sur les seconds ballons, on n'y était plus. Et là, on y était sur cette occasion. Est-ce que tu regrettes que Martinelli n'a pas été transcendant sur ce coup-là? Ou tu te dis, bah non, on les domine, on va avoir d'autres occasions.
Bah, évidemment que cette occasion-là, si elle finit au fond, je pense que le match est différent parce que évidemment, la plupart des personnes qui vont écouter ce podcast ont vu le match et ont vu qu'on a finalement réussi à mener 2-0 un peu plus tard dans le match. Mais là, on est vraiment sur la période forte d'Arsenal, comme on le disait juste avant, les 20-25 premières minutes. On est à la 17e, c'est ce que tu disais. Et d'entrée, quand tu vas mener 2-0 en patron au bout d'un quart d'heure de jeu, chez le dernier, en fait, tu tues le match. Après, tu peux être à ta main, tu peux continuer à attaquer, à pouvoir gérer un petit peu le score. Et on a essayé de trop gérer, à mon avis, à 1-0 au lieu de le faire Mhm. au lieu d'aller pousser pour aller chercher ce deuxième but, parce que c'est vrai qu'après cette double occasion d'abord de Madueke puis de Martinelli qui n'est pas assez prompte pour vraiment pousser ce ballon au fond. On n'a plus vu grand-chose, au moins jusqu'à la mi-temps, quoi. Et c'est là où on s'est dit, le scénario du match aller peut revenir, les scénarios des derniers matchs Mhm. peuvent revenir, et on l'a vu trop souvent, malheureusement, ces derniers temps, ces scénarios-là où Arsenal n'arrive pas à passer à passer la seconde une fois que le score est en sa faveur. Donc effectivement, tu le dis très bien, on n'a pas vu grand-chose après cette occasion. Il y avait peut-être un petit incident, un petit penalty sur Hincapié. Je vais vous demander un petit avis dessus. Louis, est-ce qu'il y avait penalty pour toi sur Hincapié en fin de première mi-temps? On a l'impression qu'il se laisse tomber, qu'il y a un contact, mais qu'il se laisse tomber. Ouais, en première ligue, c'est difficile à siffler parce que même s'il arrive avec beaucoup de vitesse et qu'il est quand même accroché, euh, je pense qu'il joue bien la chute et il n'y a pas assez d'impact dans le tacle du défenseur où il pose juste le pied, on va dire, pour siffler. Mhm. Donc, au premier abord, j'avais dit, enfin, je pensais que ça pouvait faire penalty, mais avec du recul, ça m'aurait vraiment embêté que Arsenal soit sifflé là-dessus et je pense que il en faut plus quand même pour un penalty. Julien. Euh, Moi, je reste sur mon avis qu'il y a une petite faute. Maintenant, quand on voit ce que le cadre d'arbitrage qu'a posé Paul Tierney ce soir, où globalement, il n'avait pas envie de Ah ouais. siffler, Ouais, il aurait bon, sifflé, c'est À vrai. l'anglais. je suis pas étonné qu'il y ait pas faute sur cette action. Comme Louis l'a dit, le contact était léger, il existe. Le défenseur touche pas le ballon. Mais au vu de ce qui n'a pas été sifflé ce soir, je suis pas choqué. Ouais, un arbitrage à l'anglaise, allez, on va dire ça. Quelques petits oublis par-ci, par-là. De toute façon, il y avait des deux côtés du terrain. En aucun cas, on remettra en cause Du l'arbitrage, hein, tout. parce que voilà, ça, c'est vraiment pour les faibles, comme on dit, c'est pour justifier un résultat négatif. Début de seconde période, messieurs, on a une petite frappe de Adam Armstrong, c'est peut-être la première frappe de Wolverhampton, non, la deuxième frappe de Wolverhampton dans ce match. Et puis ensuite, on a un événement, messieurs, parce qu'on marque un but. Bah oui, hein, on a marqué un deuxième but. On mène 2-0 après 55 minutes de jeu, alors que Wolverhampton avait la possession du ballon. Déjà, ça, on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui m'a bien embêté. Mais on marque. On va d'abord parler de ce but-là, messieurs. Le but d'Hincapié sur une passe de Gabriel, validé après visionnage de la VAR. Premier but dans sa carrière pour Arsenal, Louis, pour Hincapié. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il le mérite quand même, son but, au vu de ses prestations assez régulières depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Ouais, complètement. Il est récompensé de ses très bons derniers matchs où il est titulaire à la place de Calafiori et encore ce soir, il montre beaucoup d'envie, d'agressivité et de justesse dans son jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec lui. Et comme Saka, finalement, c'est un dépassement de fonction qu'il fait et il prend la profondeur là où peut-être que c'est plutôt à Martinelli de le faire. Il prend cette initiative dans le demi-espace. Gabriel qui intelligemment le sert au bon moment et puis après il se le fait tout seul, il fixe bien, il dribble bien et puis voilà, là il réfléchit pas, c'est ce que j'ai aimé, c'est une grosse praline le gars sur le gardien, Ouais. au-dessus de lui, Mm. à bout portant, le mec, je pense qu'il veut pas mourir donc il la laisse passer entre ses bras et ça fait le but donc franchement un but très vertical encore, hein. Ça c'est très intéressant et ce but il vient un peu nulle part, tu le disais. On est un peu dominé. C'est regrettable, mais On en, quand on, tu, on en reparlera tout à l'heure. On en parlera tout à voilà, l'heure de ça, de la non-possession des Gunners. Juste, Julien, euh,
mérité le but de Hincapié déjà à titre personnel pour lui. Mais moi, ce qui, on va dire entre guillemets, m'embête, c'est ce qu'a un peu dit Louis, c'est que c'est un but d'un défenseur pour un défenseur. C'est pas un milieu pour un attaquant, par exemple. On est sur le dépassement de fonction. Est-ce que toi, ça t'embête d'avoir deux défenseurs qui marquent un deuxième but ou tu te dis, bah non, c'est bien, au moins on montre de la créativité à Arsenal. Alors, ça m'embête pas tant que ça, dans le sens où déjà le fait que Gabriel soit à la dernière passe, c'est pas quelque chose qui me surprend parce qu'on sait que lui ou Saliba sont très très hauts et sont capables de mettre ce genre de ballon. Effectivement, c'est surprenant de voir une capier à cet endroit-là, mais Calafiori l'a fait aussi pas mal en début de saison avec quelques buts Mm. importants. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est l'identité du buteur m'importe peu. On met ce 2-0 là, Mm. on passe vraiment devant, on prend un matelas est censé être suffisant dans ce match-là. Oui, c'est sûr que si ça avait été un Gyökeres ou un Martinelli, comme on en a parlé juste avant, Ouais. qui avait mis ce but-là, peut-être que on se serait dit, ah, enfin, l'attaque a été débloquée, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les occasions qu'on avait, c'était pas des occasions très franches. Début de seconde période, on n'est pas bon, on marque contre le cours du jeu. Mais bon, tant qu'on marque, et puis comme tu as dit, mérité pour Hincapié qui a fait, lui, un bon match ce soir. 2-0 donc pour Arsenal, on se dit, ça y est, 2-0, on a refait le plus dur de nouveau et on met un but contre le courant du jeu. C'est peut-être ça le signe des grands champions. Mais il y a un autre signe qui, nous, on est habitués du côté d'Arsenal, c'est aussi le signe de la craquette mentale. Et là, à l'heure de jeu, arrive ce très beau but. On va pas se mentir, c'est un très beau but, hein, et vous allez me dire ce que vous en pensez de ce but, donc de Hector Bueno, voilà, arrière gauche, hein, à plein temps, et qui nous met une jolie frappe enroulée dans la lucarne opposée de Raya. Hector Bueno d'ailleurs qui se rattrape de son erreur parce que c'est lui qui couvre Hincapié sur le deuxième but d'Arsenal. Julien sur le but, alors Hincapié peut-être qu'il ne sort pas, mais comment le ballon il a fait pour arriver au tireur de corner hein, qui était tireur de corner il y a une minute avant, il reprend le ballon et après il frappe comme ça, il marque. À qui la faute? Est-ce que Raya est trop avancé? Est-ce que c'est plus les milieux de terrain qui devaient bloquer la passe pour Bueno? Ton sentiment sur ce but encaissé? Bon, ouais, j'ai l'impression que au retour de corner, on n'est pas très très bien positionné, on se répartit mal la gestion du terrain. Pour avoir revu le but après, juste à la fin du match, on voit que Bueno, il est vraiment assez seul parce que le milieu de terrain est vraiment fort sur le pressing. Sur le joueur des Wolves, j'ai plus son nom, je crois que c'est André qui décale justement Bueno pour qu'il ait le temps d'armer, d'enrouler sa frappe. Est-ce qu'il y a un fautif réellement? Je sais pas. C'est une frappe de 25 Ok, mètres enroulée qui finit en lucarne. C'est plus une question de bien jouer à Bueno plus qu'autre chose. Mais surtout, ce qui est très relou, exactement. c'est comme tu le dis, ça arrive à la 60e minute de jeu, il reste une demi-heure et 3 minutes après qu'on ait fait le break. Et les scénarios, tu l'as dit, on les connaît trop souvent ces derniers temps. Louis, ça fait aussi longtemps, peut-être plus longtemps que moi que je suis Arsenal. Je plaisante, mais on est habitué à ce genre de scénario. Après un deuxième but, on doit se concentrer, on doit faire l'effort pour être agressif, peut-être mettre le troisième but tout de suite. On sait d'avance que le troisième but dans un match de foot, c'est super important, quelle que soit l'équipe. C'est soit ça redonne de l'espoir, soit on enfonce l'adversaire. Et ben là, malheureusement, bah, c'est le premier truc qui s'est passé. Toi, ce but, magnifique frappe peut-être, mais est-ce qu'il est évitable, ce but de Bueno? Bah, t'as tout dit, il est bien sûr qu'il est évitable. Et alors, oui, il est très beau et bravo à ce joueur que je connais que très peu. Mais en tout cas, il a un profil plus offensif que défensif, a priori. Mais pour le Mhm. but, c'est moi ce qui m'énerve. Je vois pas trop de fautifs individuels. Raya, je pense qu'il s'y attend pas. Enfin, c'est collectif. Moi, ce qui m'énerve, c'est l'engagement global de l'équipe à reculer, à subir. Et là, sur un premier dégagement qui est raté, je crois que c'est Saka ou Madueke, je sais plus, mais ça panique un peu. Et derrière, Je crois qu'on a Mendy qui rate un dégagement. Après, ouais, on a Zubimendi, Saka qui rate un autre dégagement. c'est Et ça, ouais. après, bah, le ballon revient, effectivement. Mais tu voulais poursuivre.
Ouais, ouais, c'est un peu, je trouve, le sentiment global de cette seconde période où il y a eu un relâchement mental clair, physique peut-être, mais c'est surtout mentalement qu'on n'y était plus. Euh, Mm. Soit il y avait pour moi de la panique et de la suffisance, parce que je pense que on met pas les ingrédients, l'agressivité et la, la rigueur défensive pour ne serait-ce que espérer contrer ce joueur. Donc c'est pour moi tout à fait logique de prendre ce but. Et comme l'a dit Julien, c'est regrettable de le prendre que 5 minutes après. Après avoir fait le break. Donc c'est voilà, tu pouvais casser vraiment les Wolves après ce deuxième but et tu les relances direct. Voilà, donc le scénario, on le connaît. En tant que suiveur d'Arsenal, on le connaît presque d'avance, on a l'impression. Et entre la 60e, on va dire, et à la 86e minute de jeu, il se passe pas grand-chose, mais on recule, comme vous l'avez dit. Euh, Louis, là, on a l'impression que Arsenal a les démons du passé. Comment l'expliquer, ça, ce recul du terrain? Pourquoi laisser le ballon au Wolverhampton Wanderers qui pourtant n'a pas, sans vouloir leur manquer de respect, hein, n'a pas des joueurs pourtant qui leur permet de créer des situations, d'être des techniciens et pourtant on les laisse avoir la balle, on est censé dominer, on est censé être les patrons. Pourquoi cette attitude? Comment l'expliquer? Ah, comment l'expliquer ça? C'est la question à 1 million parce qu'on serait champion depuis 3 ans. Mais ce qui est symptomatique surtout, c'est qu'on fait c'est le même scénario qu'au match aller. Julien, tu l'as commenté, donc je pense que tu t'en souviens un petit peu. Euh, on leur laisse le ballon toute la seconde période et on est puni. Et là, c'est pareil. On refuse le jeu, on refuse l'intensité, le combat, on refuse la maîtrise, on refuse tout. On balance les ballons, des joueurs qui sont pourtant très fiables dans la maîtrise, même eux, là, je pense à Timber, je pense à Rice, Zubimendi, ça fait n'importe quoi. Moi, c'était un calvaire cette seconde période, je pense pour vous aussi. Et il n'y avait rien à garder. Vraiment, après le but, il n'y avait Mm. plus rien à garder de ce match. C'était méconnaissable, il n'y avait pas un joueur pour rattraper l'autre. Et c'est pour moi, là, on est presque sur un scandale footballistique parce que je comprends pas en fait comment une équipe peut à ce point abandonner son identité, abandonner tout principe et toute philosophie et proposer ça et espérer gagner sur ça en fait. C'est surtout ça. Julien, comment expliquer que un leader tient un score contre le 20e? On mène 2-1, ok, mais comment expliquer ça? C'est parce qu'on est à l'extérieur? C'est parce qu'il y a la neige fondue qui arrive et qui perturbe les joueurs? Enfin, je sais pas, j'essaye de trouver des explications un peu cheloues, mais comment avec les joueurs qu'on a, avec l'investissement que Andrea Berta a mis sur l'effectif et avec les joueurs qu'on a, comment on fait pour ne pas dominer une équipe dernière du championnat et qui n'a que 11 points? Quid des cadres un petit peu de cette équipe-là. Mhm. En réalité, quand on regarde la fin de match, les cadres sur le terrain, en fait, ils sont surtout derrière, ils sont surtout en défense. Mhm. On l'a dit, hein, Martinelli n'est pas en confiance, Gyökeres ou Jesus sur la fin de match ne font pas des top saisons non plus. Eze, qui rentre pour la dernière Oui. demi-heure, ne fait pas une bonne Mhm. saison non plus. Trossard est un petit peu en manque de confiance aussi, ce qui fait que bah, peut-être que tous ces joueurs-là offensifs qui doivent tenir la balle et qui doivent être des menaces en fait pour l'adversaire, bah, en fait, on n'est peut-être pas assez bon pour tenir la balle et pour être une menace pour l'adversaire au point que l'adversaire se dit, bah, limite, c'est pas grave de rester en 1 contre 1 contre Mhm. cette équipe d'Arsenal, on va aller les presser haut, on va aller récupérer le ballon. Et oui, et on est à une deuxième mi-temps un peu plus compliquée de Rice d'être complètement largué par le 20e de Première Ligue dans le jeu, puisque tu en as parlé tout à l'heure. On n'a pas la possession contre Wolverhampton en deuxième mi-temps. C'est quand même assez dingue dans en plus dans le scénario de la deuxième mi-temps où on mène 2-0, on va chercher ce deuxième but. On doit être capable de gérer derrière. On a fait les moves cet été pour ça. Zubimendi doit apporter ça. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et ça fait plusieurs matchs qu'on Non. n'y arrive pas. Mhm. Et Ouais. le dernier but, c'est pour moi ce que ça montre, en tout cas, ce que je dis, c'est ce dernier but, il montre la fébrilité des cadres, quoi. Il montre la On va fébrilité en des parler cadres.
on va en parler de ce dernier but, effectivement, on va en parler en détail et tu interviendras dessus, Julien, tout de suite. On a des changements, on a Madueke et Gyökeres qui sont sortis, on a Eze et Jésus qui sont entrés, on a Saka blessé, remplacé par Trossard. On en parlera de la gestion d'Arteta par Saka Mm. tout à l'heure. Et donc ce but, effectivement, on va en parler, Julien, parce que tu l'as introduit. Le but donc de Edossier. Alors déjà, le joueur, c'est lui qui a frappé. Je sais même pas qui c'est. Tu vois, je sais même pas d'où il vient. Je sais même pas d'où il sort. Bref, il avait remplacé Jean-Ignace Bellegarde. Donc déjà, rien que dans le coaching, je pense que le coach de Wolverhampton a outclassé Arteta, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et ça se transforme en CSC de Calafiori. Donc Julien, je te lance dessus. Donc ce but résume un peu la seconde mi-temps en fait d'Arsenal. On est puni. Mésentente entre Raya et Gabriel et donc belle frappe de Tom Edozier et but de Calafiori. Euh, voilà, on est puni et les démons du passé ressurgissent. Écoute, juste pour te répondre sur Ray Dozier, là, je fais une Ouais. petite recherche très 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 rapide. Je crois que c'est son premier match avec Wolverhampton de la saison. En plus, oh là là, putain, Voilà. quelle honte, quelle honte. Parce qu'il jouait avec, Merci. il jouait avec les U21 jusqu'à encore il y a 2 semaines. Donc, Ouais, non, donc voilà, Bravo. Bravo à au-delà lui, hein. bravo à lui, parce que du coup, Ouais. il arrache une belle fin de match pour son équipe qui, je pense, leur servira à rien dans leur saison. Juste à nous dire Mm, que ils ont peut-être fait beaucoup de mal à Arsenal dans cette course au titre. On y reviendra après. Mais non, ce but-là, il est gaguesque parce que bah, il intervient parce que tu as trop de monde dans la surface pour défendre chez nous. Au lieu de chercher haut, on attend dans la surface. Et bah, quand tu es comme ça, quand tu es acculé dans ton but, et c'est ce qu'on dit à chaque fois quand il y a une équipe qui défend en bloc bas, c'est qu'on va attendre l'erreur de l'adversaire pour aller marquer. Et nous, on fait cette erreur-là avec cette incompréhension entre Raya et Gabriel, les cadres, encore une fois, de cette équipe-là, Gabriel, qui est, à mon avis, fautif sur ce but-là, qui a le brassard de capitaine à ce moment-là. Et mm. Dozier qui reprend, Calafiori qui est sur la ligne, qui a pas de chance, qui dévie sur le poteau, ça lui revient dessus, ça rentre. 2-2, le Ouais. scénario de l'aller recommence avec ce but dans le temps, dans la toute fin de match pour le Wolverhampton pour égaliser. Et bon, bah, tu fais pas le miracle 2 fois, tu remarques pas derrière, tu finis à 2-2 et t'as que les yeux pour pleurer et beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets parce que cette deuxième période, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas au niveau d'un champion de première ligue. Louis, sur ce deuxième but, au-delà donc de la boulette, on va dire, de Gabriel et du CSC de Calafiori, c'est comment ça se fait qu'on a une attitude autant attentiste? Voilà, comment ça se fait qu'on défend quasiment à 11 dans notre surface de réparation contre le dernier de la première ligue? Alors je sais qu'on est dans les dernières minutes, qu'on doit préserver le score, qu'on doit arracher les 3 points, mais sans manquer de respect à Wolverhampton, on est 3 ou 4 niveaux au-dessus d'eux. Comment l'expliquer, cet attentisme dans la surface à attendre que le centre va arriver et espérer que Raya la capte ou un dégagement d'un défenseur. Bah, comment l'expliquer? C'est encore une fois, c'est récurrent, c'est trop récurrent. Je pense je pense vraiment qu'Arsenal et les joueurs, le coach aussi, pensent qu'ils sont très bons en bloc bas. Et ils se souviennent tous du mois d'octobre où on prend pas de but pendant, c'est vrai, 5 6 matchs. Mais depuis ce mois d'octobre, on prend des buts régulièrement. Et beaucoup de buts comme ça en fin de match. J'ai Sunderland en tête, j'ai Aston Villa en tête, j'ai Brentford, flopé en tête. des Enfin, Brentford, c'est Brentford. pas à la dernière minute, mais c'est une Ouais, équipe qui chie aussi. mais voilà, Wolverhampton à l'aller, enfin, il y en a pas mal. Bah, Brighton aussi il y a Ouais. quelques semaines. Donc, Mhm. je pense qu'on est resté sur une forme de mythe de la meilleure défense en bloc bas du monde, alors qu'elle n'existe pas. Moi, je pense que notre meilleure défense, c'est quand on joue haut, on est maître du jeu et derrière, on met l'intensité dans les interceptions, dans le pressing haut, et là, on est bon. Pour moi, cette équipe, Ouais. elle a complètement déjoué. Comme sur le premier but, on est à l'attentiste, on recule, on se parle pas, il n'y a pas d'investissement collectif. Donc c'est Mhm. symptomatique, encore une fois, du désastre de cette équipe ce soir. Et il n'y a vraiment rien à sauver. Et là, pour le coup, Gabriel, il méritait pas ce brassard. Et de toute façon, Ouais. Mhm. elle a pas une attitude de champion, cette équipe-là. Quand on regarde ce que faisait City et Ah Liverpool là, sur les dernières ouais. années,
quand il y a Là, des ce matchs soir, comme non, ça, des fins effectivement. de match comme ça, Mm. et ben les mecs, ils prenaient le ballon et en fait, c'est eux qui décidaient d'aller jusqu'au bout avec le ballon et de le Ouais, garder et d'être dangereux jusqu'au bout. Mm. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Depuis le début de la saison, on n'est pas capable de faire ça. Si on arrive à 2-0, 3-0 à la 80e, on va pouvoir se relâcher et commencer à garder le ballon. Si c'est pas le cas, Mm. on va se mettre à reculer, à attendre devant notre surface et comme tu le disais, à compter sur les contres de Gabriel et à essayer de pas prendre de but. Mais c'est pas possible d'avoir cette attitude si tu es champion. C'est pas possible. Bah, surtout, l'attitude, il faut avoir une attitude de leader, autoritaire dans les duels même. Et même, tu vois, moi je l'explique par les duels. Les duels, on les perd. Les seconds ballons, on n'y est pas. Même dans la tenue du ballon, tu le disais, Louis, on dégage n'importe comment, même pas très ouais. loin en touche en plus. Et même, il y a le symbole aussi, c'est offensivement, quand on a un 3 contre un. On arrive à le foirer, ce 3 contre 1. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'est à la 86e minute. C'est Martinelli qui voit pourtant Gabriel Jesus. Il loupe son centre. C'est, voilà, il y a du tout. On n'est pas efficace dans les deux surfaces. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète fortement. Et surtout dans les mois décisifs du championnat. Messieurs, déjà en février. On est en février. On est allé à 3 mois de la fin de la saison. C'est là où il faut se montrer intense, où il faut se montrer pertinent. Et j'ai l'impression que bah, Arsenal faiblit. Je sais pas, Julien, toi, ce que tu en penses, mais là, on est dans une mauvaise forme. Et comment s'en sortir de cette mauvaise forme donc pour les Gunners, en tout cas en championnat. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'humilité. Louis en parlait tout à l'heure. Et, euh, et quand on voit les attitudes de certains joueurs sur ce match-là, dans les duels, on les voit un peu sourire, un peu aller provoquer leur adversaire. Bah, aujourd'hui, en fait, Mm. ils ont un peu ce qu'ils méritent. C'est ça, Ils ont pas je suis respecté d'accord. cette équipe de Wolverhampton pour moi, surtout sur cette deuxième mi-temps C'est ça. où ils se sont dit de toute Mhm. façon, ils peuvent pas. De toute façon, ils y arriveront pas. De toute façon, et puis à la fin, t'es puni. À la fin, t'es puni. Et je pense que c'est surtout ça, redescendre parce qu'en fait, t'avais 9 points d'avance, il y a 8 points d'avance il y a 2 semaines. En fait, aujourd'hui, Mhm. ce week-end, tu peux te retrouver à 2 avec un match de plus parce que ce week-end, j'anticipe un tout petit poil, c'est quand même le derby contre Tottenham. Ça va être très, très, très important. T'as pas gagné, c'est faut aller là-bas. Non, Ouais. c'est une très, très, très mauvaise opération et je pense que c'est surtout de l'humilité qu'il nous faut là. Mm. Louis, dans les deux surfaces, on n'a pas été efficace. Toi, tu vois Arsenal redresser comment si jamais il doit y avoir un redressement et comme l'a dit Julien, peut-être un peu d'humilité ne ferait pas de mal à cette équipe? Ouais, de l'humilité, et encore, je la trouve, c'est difficile parce que j'ai pas le sentiment qu'on soit trop arrogant ou prétentieux sur le terrain. Je pense que c'est vraiment un- ouais, une baisse de confiance en soi et collective, globale, au fil des matchs, au fil du temps qui passe. Pourtant, je trouve que bon, quand on passe à côté de la première, souvent on démarre bien la deuxième, mais on a du mal à trouver de la consistance dans nos matchs. Et je pense que faut revenir vraiment à un jeu plus simple, plus direct, comme on l'a vu sur les buts, à arrêter de tout calculer. J'ai l'impression que les mecs, ils calculent tout sur le terrain, ils sont déjà dans l'anticipation des matchs qui arrivent alors qu'ils n'ont pas fini celui-là. Ça pourrait expliquer voilà, certaines erreurs psychologiques et techniques. Donc, je pense Mhm. que Arteta doit porter un peu son équipe. Il doit arrêter de se cacher derrière sa communication à deux balles. Les joueurs, pareil. À un moment donné, il faut assumer que t'es dans une période difficile. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas perdu depuis 3 4 matchs alors que tu as fait des nuls dégueulasses. Il faut arrêter de dire que on est bon en Cup et en Ligue des Champions. Oui, mais c'est d'autres compétitions, c'est d'autres contextes. Ça doit pas être comparé. Donc, Et d'autres faut adversaires. voilà, donc faut Mm. vraiment arrêter de penser au titre aussi. J'ai l'impression que ça nous fait des cauchemars toutes les nuits. Donc pensez juste au football, pensez à vous amuser, bordel. Les mecs, ils jouent de manière tellement stéréotypée et sans envie que ils ont même plus envie de jouer. Ils sont payés à jouer au foot, ils ont même plus envie de le faire. Donc juste retrouver de la simplicité, du kiff et on verra ce qui se passe à la fin. Moi, ce soir, j'y crois plus trop alors qu'on est premier, mais on verra. Mais je veux juste au moins avoir un minimum de plaisir à suivre cette équipe tous les week-ends et après, le sort sera entre les mains de nos rivaux. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Ouais. communication, c'est intéressant parce que on a la sortie de Saliba il y a un mois qui nous dit que entre guillemets, faut pas avoir peur et qu'ils sont prêts et que ils en ont tous marre qu'on pense que c'est des chokers et que vous allez voir ce que vous allez voir. Bah là, pour l'instant, on voit qu'ils sont pas prêts en fait.
Non. Ouais, Là, on voit ouais, qu'ils sont pas prêts. effectivement. Bah, en tout cas, sur la prestation de ce soir, il y a aucun qui est prêt, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs. Justement, staff et joueurs, messieurs, on va sans plus tarder faire nos tops et nos flops. On a beaucoup développé le contenu du match. Alors, on va faire un top et flop, mais sans développer. Vous allez juste me dire des noms. Et après, on va parler après des études de cas par rapport bah, à vos tops et vos flops, messieurs. Louis, on va commencer par toi pour tes tops et enchaîne avec tes flops aussi d'ailleurs pendant que tu y es. Donc tes tops et flops, s'il te plaît. Bon, les tops, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller assez vite. Je le savais. Saka, Madueke quand même, j'ai bien aimé les deux ensemble. Et Hincapié pour son but, il fait un match relativement sérieux. Pardon, je développe en plus, c'est pas bien. Non, Les flops, je développe pas, même s'il y a des choses à dire. vas-y. Martinelli, Gabriel, le défenseur, enfin, de toute façon, Hmm. les deux Gabriel, et euh, Timber. Ouais. Julien, top et flop sans développer, s'il te plaît. Faut dire, réussir à avoir trois tops, c'est difficile, évidemment, Nkapie. Ouais. Je mettrais la première mi-temps de Saka et j'ai du mal à en trouver un autre et j'aurais presque dit Gabriel avant les 10 dernières minutes. Et au niveau des flops, je suis d'accord avec ce qu'a dit Louis, même si on s'est un petit peu acharpé pendant le match, on va y revenir, Hmm. mais Martinelli est à ressortir évidemment au niveau des flops et Gabriel passe pour moi en flop avec cette dernière action surtout. Ok, très bien. Et ben justement, vous avez mis tous les deux en flop Martinelli. Comme moi, en fait, en flop, moi j'ai les trois Gabriel, j'ai Zubimendi également et j'ai Gyökeres. En flop et en top, j'ai Saka et Hincapié. Voilà, c'est tout pour mes tops. Et C'est ça, vrai qu'on n'a pas c'est parlé ça, de Gyökeres, mais qui passe encore une fois à côté de son match. J'ai regardé, c'est 11 ah ballons oui. touchés en 60 minutes, c'est terrible. On parlera peut-être à travers d'autres prestations, justement, bah, la prestation de Gabriel Martinelli, messieurs. Gabriel Martinelli, il a quand même 25 ans. Ça fait 8 ans qu'il est à Arsenal. Il a loupé la balle de la victoire contre Brentford. On est tous tombés, enfin, en tout cas, on y est tombé dessus. Il marque un joli but contre Wigan. Et là, bah, il a une nouvelle chance en Première Ligue. Il fait 90 minutes en plus. 90 minutes indigestes, hein, voilà, ça c'est mon adjectif. Euh, Dès la mi-temps, messieurs, est-ce que vous l'aurez sorti? Est-ce que Arteta n'a pas fait une erreur de coaching à ce moment-là en gardant Martinelli sur le terrain, Louis? Bon, au vu de sa première mi-temps, j'étais le premier à soutenir un potentiel changement dès le début. Après, on menait au score, donc je pense que je l'aurais gardé et je l'aurais fait sortir plus tôt à l'heure de jeu, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ouais, je l'aurais fait plutôt sortir à l'heure de jeu. Après, ouais, encore une performance indigeste. Julien, Gabriel Martinelli, comme je dis, il a 25 ans. Comment ça se fait qu'il est toujours aussi irrégulier? Il n'est pas consistant. En coupe, il a déjà mis 6 buts, il me semble, en Ligue des Champions. Il en a mis 3 en Cup et zéro en Première Ligue. Comment expliquer cette irrégularité alors qu'il a 25 ans et qu'il n'est pas titulaire indiscutable? Expliquer son irrégularité, c'est difficile parce que, comme tu dis, en Ligue des Champions, alors que le niveau est censé être plus relevé, bah, c'est le meilleur buteur d'Arsenal et d'assez loin. Il te Mm. permet d'aller gagner des gros matchs et de finir premier de la phase de Ligue, mais en Première Ligue, il n'y arrive pas. Moi, mon avis sur son match ce soir, bon, Martinelli, déjà, faut le dire, hein, je suis pas très objectif parce que c'est mon chouchou de cette équipe-là. Je me suis fait peut-être avoir par sa saison 2022-2023 où il finit Ouais, à très belle 15 buts. saison. Mhm. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, il n'est pas dans le coup. J'essaie de tempérer un petit peu pendant la première mi-temps parce que Ouais. il fait deux, trois bons centres, dont il y en a un qui est repris par Madueke où la tête finit vraiment, vraiment au ras du poteau. Il, il n'est pas beaucoup moins fort que les autres, je trouvais, dans l'animation offensive. On vient de parler de Gutiérrez, justement, qui a été inexistant. Mais oui, le fait qu'il joue 90 minutes et qu'il baisse encore plus de régime tout au long du match, c'est compliqué.
Et pourquoi il est régulier? Bah, euh, peut-être parce que il correspond pas au style de jeu que veut Arteta avec un bloc très haut. Peut-être que ce poste de d'ailier gauche, en réalité, c'est pas le meilleur poste pour lui. Je sais pas, moi. Après, ça sera peut-être un autre débat, le poste préférentiel de Martinelli. Il était à gauche, après il était à Sur le banc. droite, on l'a on l'a pas mis sur le banc, banc gauche, on va dire, tout à gauche de la Peut-être en bout défense. de vent, peut-être en Ouais, bout de vent, c'est ouais, là où il est le meilleur. Non, mais Dans ouais, le enfin, bus. honnêtement, non, c'est une question très non, difficile de savoir pourquoi il est aussi oui, régulier. Ouais. oui, Non, moi je après pense. c'est, ouais, vas-y Louis. Non, pour répondre à cette question, je pense que c'est vraiment un problème enfin, de championnat, quoi. Enfin, moi, le fait qu'il soit bon en Ligue des Champions, ça se résume assez bien parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus ouvertes défensivement et donc qui pressent plus haut et il y a plus d'espace. On a un jeu très direct. Il a souvent marqué sur sur des sorties de banc, en fin de match, sur des gros contres. Sur ce type de match, il est intéressant. Moi, pour ça que je le préfère en sortie de banc. Euh, Là, je pense qu'il aurait presque même fait du bien, vu qu'on n'avait plus le ballon en deuxième mi-temps, d'apporter un peu ce punch, plutôt que Trossard qui n'avait pas envie de courir. Donc je pense que c'est vraiment un problème de style complet entre l'Angleterre et le football européen. Après, les cups, je le comptabilise pas parce que le niveau est très faible. Là où Pour je l'instant, m'étonne, ouais, pour on va dire l'instant. ça. Mais là où je m'étonne, c'est sa finition qui déjante complètement entre la première ligue et le reste. Là, pour le coup, je ne comprends pas comment il arrive pas à finir ses actions alors que il a à chaque fois, il a des situations, quoi. C'est pas comme s'il était collé à son banc de touche, il fait des centres et il attend. Non, il se crée des occasions et là, ça rentre pas. Donc, pour moi, c'est problématique. Bon, de toute façon, Martinelli, ce sera un débat à lui seul, peut-être en fin de saison, si jamais on ne gagne pas de titre, hein. Donc on verra, on verra bien. Lui aussi, Après, juste un tout ouais. petit truc avant qu'on passe à autre Vas-y, chose Julien. sur le cas Ouais, Martinelli. ouais. Faut pas non plus l'isoler un petit peu du système et de l'animation offensive. On l'a dit, hein, Trossard, il n'a pas marqué en 2026. Saka, c'est son premier but depuis 15 matchs. Gyökeres, on en parle suffisamment souvent pour dire à quel point c'est compliqué. Évidemment qu'il ressort sur ce match-là, mais c'est vraiment tout le système et toute l'animation Oui, oui, offensive Ah d'Arsenal bah qui est pas justement, très bonne, quoi. c'est ça, c'est ah bah sûr. justement, l'animation offensive et même le coaching d'un coup. Parce que Mikel Arteta, là, il passe un peu entre les gouttes, là, messieurs. On a l'impression, on n'a pas parlé de lui du tout dans ce podcast, et là, j'ai envie d'en parler. Parce que on fait 2-2 là, contre les derniers du championnat. Mikel Arteta, ça fait 7 ans qu'il est à Arsenal, hein, messieurs. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas gagné de titre. Et là, oui, ok, on est deuxième du championnat, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Bon, ça c'est cool, voilà. Mais maintenant, messieurs, là, il faut être dominant, il faut être des tueurs, on va dire, dans les matchs. Et là, bah, j'ai l'impression que même si Bertha, il fait tout son mieux pour remettre Bertha, qui est le directeur sportif d'Arsenal, pour ceux qui ne le savent pas encore, et qui amène des joueurs pour renforcer l'équipe, on a l'impression que c'est le même comportement à chaque période de championnat. On est super bon en septembre, décembre, etc. Et à partir de février, ben, on a l'impression que la craquante, elle arrive. Et c'est prévisible. Chez nous, en tout cas, on y arrive. Est-ce que ça, c'est pas le coach, justement, qui amène ce sentiment de peur? Louis, je vois que tu acquiesces. J'ai envie donc que tu développes. Euh, Mikel Arteta, est-ce finalement l'homme qu'il nous faut pour gagner des titres pour Arsenal? Bah, si on avait le choix, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres coachs plus intéressants, mais je pense qu'il est en capacité aujourd'hui d'apporter un titre à Arsenal, ça j'en suis convaincu. Mais en ce moment, je suis très déçu de son manque d'évolution, à la fois tactique et même dans son management, parce que si cette équipe aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, est complètement à la rue, c'est pas que du fait d'individualité et Mhm. d'une méforme de joueurs. Je pense que c'est tout le collectif et j'intègre le staff. Pas qu'Arteta, j'intègre aussi ses adjoints où globalement, on a tout le monde qui n'est pas en confiance, qui doute. Je pense qu'Arteta, il doit mal dormir toutes les nuits parce il doit beaucoup se remettre en question, ça, j'en doute pas. Et, mais encore une fois,
même si Saka c'était pour le coup une bonne idée d'un point de vue tactique, euh, on voit vite ses limites à chaque match. On retombe vite dans nos travers et, et on a manqué d'un leader et ça doit être le premier à se manifester sur le banc. Il était tétanisé comme les autres. Et tu le vois aussi sur le but de l'égalisation à la fin. T'as Jover qui veut sauter sur les joueurs tellement il est énervé. T'as Arteta qui Mm. livide. Donc, Ouais. je pense qu'il y a, s'il n'est pas l'homme de la situation cette saison, bah, c'est peut-être la fin d'un cycle. Julien, tu parlais du coaching offensif, de l'animation offensive, d'un ensemble de d'individualités qui n'arrivent pas à se comprendre. Ça, c'est le boulot du coach de Mikel Arteta. Pour toi, il a failli. Aujourd'hui, en tout cas ce soir, est-ce qu'il a failli? Et même dans les précédentes semaines, est-ce que là tu sens que les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut mettre en place? Moi, je pense qu'il a failli en cours de match ce soir parce que on en a parlé de la compo tout à l'heure, on était tous à se dire que c'était plutôt intéressant et une bonne idée. Ouais. Mais pour moi, il a failli en cours de match. Et par exemple, le double changement qu'il fait juste après le but de Wolverhampton, je trouve qu'il envoie un message à l'équipe en disant attention, je ne sais pas trop quoi faire, on panique et à faire sortir Madueke, à faire sortir Gyökeres en disant attention, il va falloir. Enfin, je trouve que c'est un move qui est assez un peu panique de sa part. Et faire rentrer un joueur Ouais. comme Eze, dont on sait qu'il n'est pas dans l'engagement depuis le début de la saison, il n'est pas bon, euh, Mhm. alors que tu sais que Wolverhampton va vouloir essayer de mettre le feu. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Et j'aurais préféré que s'il veut décaler Saka sur le côté droit, parce que dans le cœur du jeu, il a plus la caisse pour faire les efforts et pour aller dans l'engagement, pourquoi pas, mais pas pour faire entrer Eze. Ça, pour moi, c'est Mais une erreur. voilà, exactement. Et on a l'impression que, par exemple, on voit un Christian Norgard qui était sur le banc, pas utilisé. Je pense que tu faisais référence à lui, à mon avis, si on devait enfin, on va dire remplacer Eze, on va dire, et plutôt faire entrer Norgard pour densifier Ouais, et puis, le parce milieu de qu'en plus, il terrain. va t'apporter en maîtrise, Norgard, il va t'apporter en Mhm, Ouais. maîtrise mhm, pour garder le mhm, ballon, pour le ressortir. Ce que va pas t'apporter Eze, on le voit depuis le début de saison, il n'est pas du tout dans la maîtrise. Il va essayer d'être aux abords de la surface, d'atteindre le ballon. Donc, mhm. Et Louis, la gestion de Saka également, qui est blessé, donc enfin qui est blessé, en tout cas qui est sorti blessé, remplacé donc par Trossard. Le risque dans un match comme ça, qu'on n'arrive pas à dominer, c'est est-ce que la sortie de Madueke aussi, parce qu'il apparaît la sortie de la rentrée de Eze, pardon, Julien, est-ce que la sortie de Madueke c'était aussi donc une erreur? Bah, une erreur qui se répète toutes les semaines pour Madueke, le pauvre, il n'arrive pas à faire 90 minutes parce que, encore une fois, on a un coach qui est entêté dans ses principes. Je sais pas s'il a paniqué en faisant ces deux changements. Je pense qu'en fait, il est juste robotisé dans à l'heure de jeu. Il faut faire rentrer deux offensifs, le neuf et l'ailier, parce que c'est le changement qu'on voit à tous les matchs, hein. Il n'y a rien de nouveau. Mhm. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes qui prennent pour leur grade. Madueke qui tous les matchs est le joueur le plus remuant devant, qui est toujours sanctionné, alors que Martinelli à gauche, c'était le néant. On aurait très bien pu mettre un Madueke à gauche et mettre Saka ailier droit si c'est ce qu'il voulait tant faire. Mais je pense que Mhm. le cas Saka, c'est un cas raté aussi, parce que le mec sort au bout de 5 minutes ou 10 minutes cramé. Bah, normalement, tu es censé le voir, quoi, que ton joueur qui revient de blessure, euh, qui a pas beaucoup joué contre Wigan, puis le niveau était pas très fort, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Normalement, tu es censé le gérer. Et si Saka se met pas au sol, le mec, je pense qu'il lui donne les 90 minutes. Il se dit Saka est en état de jouer, Saka doit jouer 90 minutes. Bah non, tu fais jouer les joueurs en forme. Madueke m'avait l'air en forme, sans être excellent, il a fait le boulot. Donc il y avait largement largement de quoi mieux faire. Et pourquoi pas mettre Jesus aussi sur un côté et laisser Gyökeres, je sais pas, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Julien, est-ce que cette nervosité, pour terminer sur Arteta, est-ce que c'est illustré par la fin de match où Gabriel Jesus met carrément un coup de poing, je crois, à un défenseur? Est-ce que cette nervosité qu'Arteta a sur le banc, il a un peu transmis à ses joueurs, mais une mauvaise nervosité et non ah, pas la bonne intensité? peut-être. Mais moi, surtout, ce que je retiens, euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il demande à l'équipe une fois que l'équipe mène au score, parce que on l'a dit tout à l'heure,
très souvent, quand on mène au score et que la fin de match est un peu tendue, on recule, on recule, on recule. Et à force de le voir, en fait, on est obligé de se dire que c'est une demande du coach. Et peut-être que ça donne de la nervosité, ça donne de la fragilité à l'équipe. Parce que au lieu d'être protagoniste, on va être là en essayant de tenir. Où on voit Arteta toutes les 30 secondes taper dans ses mains pour demander aux gens de venir sur le pressing et de se replacer. Peut-être que sur la fin, la nervosité, de toute façon, la nervosité, elle est palpable. On voit le dernier but, c'est une incompréhension entre Gabriel et Raya. Ils veulent à tout prix dégager le ballon, alors que si on est serein, Gabriel il s'efface, Raya il se couche, on gagne 2 minutes et c'est fini, quoi. Mais je sais pas si la nervosité amène le coup de poing Hmm. de Gabriel Jesus à la fin, mais en tout cas, elle rejaillit, c'est sûr, sur Hmm. l'animation de l'équipe en fin de match, ça c'est évident. Ouais, il y a des Ouais, comportements qu'on voit, hmm. même je pense aussi à Martinelli contre United, où c'était Martinelli qui avait fait un mauvais geste sur Dalot qui était blessé. Oui. Enfin, je trouve que Ouais, ces c'est ça dernières aussi, ouais. semaines, on a ouais, cette Hmm. agressivité, mais qui est mauvaise, ce mauvais comportement qu'on retrouve pas dans le jeu. Hein. Dans le jeu, par contre, tout le monde est amorphe, mais par contre, pour chambrer, on a vu Martinelli chambrer aussi. Enfin, pour faire vraiment Mais là, du, on est plus motivé. ouais, voilà, pour faire du mauvais football, enfin, avoir ce mauvais comportement qui nous résume pas. Enfin, moi, depuis que je suis Arsenal sous l'ère Arteta, on a très peu vu ce type de comportement depuis Chaka, je pense. Hein. Donc, c'est C'est un assez. peu l'humilité dont je parlais tout à l'heure, tu vois, Ouais, le fait l'humilité, là, il en faut. Ouais. le fait de, voilà, d'aller dans les duels quand il y a le ballon, mais pas quand il n'y a pas le ballon, alors qu'aujourd'hui on fait l'inverse, quoi. C'est ça. Exactement. Donc une agressivité à l'envers, on ne joue pas très bien et un mental un peu en mode caca nerveux, hein, on va dire entre guillemets pour être un peu méchant. Et ça fait 2-2 finalement. Donc score final, on oublie le match. Donc Wolverhampton qui nous accroche de partout. Et donc messieurs, le prochain match c'est dans quelques jours. C'est contre Tottenham. On en a un peu parlé pendant le match. Bon, juste une simple question, Julien. Est-ce que toi, t'es inquiet pour Arsenal à quelques jours du déplacement? Comment ne pas être inquiet? C'est presque ça la bonne question. Évidemment qu'on est inquiet parce que à la fin du match contre Brentford, on s'est dit, bon, pardon pour le terme, mais euh, je sais pas comment le dire autrement, mais fait chier. On a perdu 2 points encore et City se rapproche. Bon, on a ce match contre Wolverhampton où normalement on prendra 3 points et au moins au classement, on restera à distance, même si on aura un match d'avance. Bah là, on se retrouve dans la situation inverse. En fait, on a un match d'avance et on n'a pas pris le large au classement. Et là, évidemment que Tottenham, qui a fini sa saison en Première Ligue, même si bon, il va falloir qu'ils se maintiennent, mais bon, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Ils vont avoir qu'une envie, mais vraiment qu'une envie, c'est de venir nous battre pour que City puisse encore plus se rapprocher au C'est classement sûr. et qu'on ne soit pas champion. Donc évidemment, je suis très Mm. très très inquiet par rapport au match de dimanche. Surtout dimanche, Louis, Tottenham va disputer ce match avec la première d'Igor Tudor comme nouvel entraîneur. Donc ça offre une nouvelle motivation supplémentaire pour les Spurs qui veulent montrer à leur nouveau coach qui sont faits pour jouer pour ce club. Donc il y a double inquiétude en plus sur ce match. Ouais, en général, quand un nouveau coach arrive dans une équipe, il y a ce vent frais qui pousse l'équipe vers le haut, même si elle est très mal barrée. Donc, tant mieux pour eux, mais je pense quand même qu'on répondra présent dans un North London Derby, pardon. On déçoit rarement. Moi, à vrai dire, c'est pas tant ce match qui me fait peur, c'est vraiment la fin de saison dans sa, dans sa globalité et l'enchaînement des matchs où, Tu peux être personnellement, inquiet, tu peux être inquiet pendant toute la fin de saison, pendant tous les podcasts. Si t'es pas inquiet pour ce match-là, c'est bien. Moi, ça me rassure. ouais, ouais, bah, on verra bien. De toute façon, là, j'ai plus trop d'espoir global. Donc, ce match ou un autre, même si on gagne contre Tottenham, on leur met 8-0, ça va rien sauver, tu vois. Donc, Ah ouais. c'est un sentiment général voilà, une déception globale de plusieurs semaines, de plusieurs mois où on se tape du jeu pourri pour rien et ce sentiment que
il va falloir plus que ce match contre Tottenham pour nous soigner. Ah bah ça, c'est sûr, et on verra la fin de saison. Mais enfin, alors là, on parle comme si on avait perdu, mais on a fait match nul, et pourtant on est toujours premier, hein. Mais bon, la course au titre, ça. Il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant, c'est sûr. Et ce match contre Wolverhampton l'a prouvé. Et en première ligue, que ce soit le dernier ou même dans un autre, enfin en tout cas le 10e ou le 20e, il y aura toujours des matchs accrochés. Et ça, je pense qu'Arsenal ne l'a peut-être pas encore mis dans la tête. Julien, Louis, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez parler d'un sujet en particulier très rapide ou on a fait le tour? Bah, juste faire un petit focus très rapidement, mais parler d'un joueur qui réalise une très belle saison jusque-là, mais qui a été vraiment à l'image de cette deuxième mi-temps inadmissible des Gunners, c'est Timber, dont on n'a pas parlé ce soir, Ouais. et surtout Ouais. dans la fin de match, Mhm. mais qui est catastrophique dans la fin de match, Mhm. qui rend un nombre de ballons incalculable, qui est pas du tout serein, alors que c'est peut-être le joueur le plus fiable au niveau mental avec Rice depuis le début de saison. J'ai pas compris ce qui s'est passé ce soir pour lui, et c'est vraiment à l'image de ce qu'on a montré ce soir, quoi. Louis, un petit mot sur Timber qui peut-être a livré sa pire prestation, enfin sa pire période, la seconde donc, depuis qu'il est sous le maillot d'Arsenal. Bah oui, d'abord j'aimerais m'excuser auprès de Timber parce qu'on voit à quel point le caractère de cette équipe arrive à impacter, à infecter nos meilleurs joueurs, nos meilleurs éléments, et même notre cher Timber qui est notre valeur sûre depuis ce début de saison se met à balancer des ballons en tribune, à assassiner des supporters. Donc euh, je lui souhaite de dormir bien à l'écart de tout le groupe et de se remettre en question rapidement parce qu'on a besoin de ce joueur et de Rice, t'en parlais, de Raya aussi qui a malheureusement déchanté sur le deuxième but aussi. Donc on a besoin de ces joueurs assez fiables jusque-là pour espérer avoir une fin de saison heureuse. Mais on peut voir globalement à travers ce match que le désastre collectif impacte certaines individualités qui répondaient présents jusque-là. Oui, le football, c'est un sport collectif et non pas un ensemble d'individualités. Et là, c'est là où on va voir en tout cas, pardon, on va voir sur les prochains matchs qui va booster les Gunners et sortir les Gunners de cette méforme, en tout cas en première ligue, qui nous plombe, hein, qui va nous plomber probablement si jamais on ne remporte pas le titre à la fin de la saison. Mais je suis curieux déjà Messieurs, de donc, voir ouais. Ouais. ce que vont les interviews de fin de match, parce que quand on fait nul Mhm. contre Brentford, on a Rice qui vient un petit peu éteindre l'incendie en mode si on gagne pas un match, enfin si on sait pas gagner un match, faut pas le perdre, c'est comme ça qu'on sera champion, etc. J'aimerais vraiment qu'il y en ait un qui prenne la parole et qui pousse une vraie gueulante au micro pour réveiller un petit peu tout ça. Je sais pas si il le fera au micro, mais je pense que dans les vestiaires, ça a dû crier. Je pense que ça serait bien Ça a aussi de dû. montrer un peu à tout le euh, monde, même mm. aux supporters, que ce qui s'est passé ce soir, les joueurs, ils ont compris que c'était pas normal. Oui, c'est sûr. Louis, je sais pas si ça avait un dernier mot à rajouter. Non, moi je me prive de la com là, c'est bon. Allez, c'est bon. Bon, en tout cas, on a déjà fait plus d'une heure de podcast et on va s'arrêter là et arrêter ce cauchemar, on va dire, entre Wolverhampton et Arsenal. Je vous rappelle le résultat final, 2 buts partout. Moi, j'aimerais féliciter déjà Louis et Julien d'avoir fait ce débrief avec moi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait ce match horrible, mais un match intéressant à suivre. Merci, messieurs. Avec En plaisir. plus, on s'est loupé une soirée de Ligue des Champions pour ça, franchement. Ah ouais, franchement, ouais, c'est dommage, hein. Bon, la Ligue des Champions, elle reviendra plus tard pour nous, en espérant de meilleurs jours que celles qu'on a vécues ce soir. Je vous rappelle qu'il est mercredi 19 février et qu'il est minuit 12 là chez moi. Merci, merci beaucoup à vous et puis merci à vous de nous écouter. Arsenal French Club, c'est aussi sur Instagram, là, French AFC, mais aussi le site internet arsenalfrenchclub.fr où vous pouvez consulter les notes qui, je Qui pense, viennent ne de vont pas tomber, être ouais. très hautes ouais, et qui ne vont pas Qui être viennent très de hautes, tomber hein, j'imagine. et Tristan s'en est donné à cœur joie, ouais. Exactement. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à noter aussi les joueurs
sur arsenalfrenchclub.fr. Merci beaucoup, messieurs, et le prochain débrief, c'est contre Tottenham, le North London Derby. Moi, je laisserai ma place à l'animation. Voilà pour cette émission. Et puis, comme on dit dans le jargon, même si c'est pas la joie, mais tout de même, come on Gunners. Salut à tous. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.